Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne, plutôt notre page Facebook de la Jeune Chambre économique de Sète et du bassin de Thau. Bienvenue à tous, je m'appelle Sarah, je suis la présidente de la Jeune Chambre économique de Sète et bassin de Thau pour l'année 2020. Et en ma compagnie, j'ai Anaïs Vera, VP développement au sein du bureau 2020. Bonjour à tous. Et nous avons Julie Boudier, notre invitée, également membre de la Jeune Chambre. Et bonjour. Bonjour Julie. Et bonjour. Bonjour Anaïs. Bonjour Sarah. Alors, merci à tous. On a tenu à faire un live citoyen pendant cette période de confinement pour un tout petit peu parler de ce qui se passe dans plusieurs thématiques. Et aujourd'hui, on a tenu à commencer par le sujet de l'école. Donc, on sera ensemble pendant une trentaine de minutes. Et du coup, par rapport à notre live, le but, c'est vraiment de créer en fait un endroit, un lieu d'échange entre notre jeune chambre et les acteurs du territoire pour permettre de partager des retours d'expérience, bien sûr sur la période du confinement et apporter des réflexions et des pistes d'action pour la période après confinement. Euh, voilà, ça c'était pour le but du live. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec Julie, on va vous présenter du coup la Jeune Chambre pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Donc la Jeune Chambre économique, JCI, c'est un réseau mondial de jeunes citoyens de 18 à 40 ans. Notre mission, c'est agir pour changer le monde. La Jeune Chambre, c'est aussi une école de prise de responsabilité, de développement personnel et de leadership. On agit pour se former et on se forme pour agir. Voilà, peut-être que vous connaissez quelques-unes des actions phares de la Jeune Chambre, comme le conteneur à verre, la Journée universelle des droits de l'enfant et les rues piétonnes. Pour revenir un tout petit peu sur le local, la Jeune Chambre économique de Sète et Bassin de Thau existe sur le territoire depuis 65 ans. Ça fait 65 ans que nous œuvrons sur le territoire. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Merci Julie, du coup, d'être parmi nous. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Alors, pour commencer, donc, je m'appelle Julie, j'ai 26 ans, je vis sur Frontignan. Je suis donc membre de la Jeune Chambre économique de Sète et du bassin de Thau depuis 6 mois et je suis directrice de commission et ça, je reviendrai dessus un peu plus tard. Mais ce qui est important pour aujourd'hui, c'est plutôt mon métier. Donc, je suis professeure des écoles depuis 2 ans en tant que titulaire. Ma première année, j'ai eu ma classe en maternelle et cette année, je suis remplaçante sur le secteur ouest de l'Hérault, c'est-à-dire Béziers et les alentours. Et ça fait 4 ans que je suis dans l'éducation nationale. Voilà, pour une brève présentation. Merci à toi. Alors dis-nous, comment as-tu vécu, toi, cette période de confinement? Alors, personnellement, comme je l'ai dit, en étant remplaçante, je n'ai pas ma classe attitrée, donc je fais des remplacements de professeurs qui sont en formation ou en arrêt maladie. Donc moi, personnellement, je n'avais pas de classe à gérer. Donc moi, je suis restée chez moi, d'autant plus que j'ai potentiellement contracté le Covid-19. En tout cas, j'ai eu des symptômes. Donc avec mon médecin, on a décidé de me mettre en quarantaine pendant du coup la période où on a fait appel aux enseignants pour pouvoir garder les enfants des enseignants. Donc, je suis restée chez moi pendant cette période-là et je me suis occupée en faisant des petites choses qui sont notamment passées à la télé, comme la méditation, le yoga, du bricolage, la cuisine. J'ai rangé tous mes classeurs, qui m'a pris énormément de temps aussi. Ouais. Et là, pour l'instant, je suis aussi sur ma reprise du 11 mai, car je reprendrai le 11 mai. Soit dans mon école de rattachement, c'est-à-dire l'école où je vais quand je n'ai pas de remplacement, soit dans une école où je serai appelée pour remplacer un collègue qui ne reprendra pas à cette date-là. D'accord. Je voulais aussi du coup faire un retour par rapport à mes autres collègues parce que les remplaçants sont une part minime du corps enseignant. Donc, je voulais parler aussi des directeurs, parce que j'ai ma mère aussi qui est directrice d'école
qui a eu la gentillesse de me faire un petit texte d'une dizaine de lignes pour résumer, elle, son confinement, comment elle l'a vécu. Très bien, comme ça, on aura Ouais, deux. sympa. Je trouvais ça intéressant aussi de pouvoir avoir sa version. Alors, le confinement d'une directrice. Jour 1, comme les autres. Dring, le réveil sonne, on va à l'école. Travail administratif de directrice, organisation liée au confinement, le temps défile. 14 heures, il est temps de se restaurer. L'après-midi, on rentre à la maison pour travailler. Une directrice ayant aussi une classe à gérer, il faut assurer la continuité pédagogique. 15h30, je rallume l'ordinateur pour préparer une journée d'exercice, maths, français, histoire, etc. Je passe du temps à chercher des vidéos sympas et pédagogiques à envoyer à mes élèves. 19h, que le temps passe vite. Les jours passent et se ressemblent. Aux enfants, j'entends les confinés dire qu'ils s'ennuient. En ce qui me concerne, en 3 semaines de confinement, j'ai arrêté 3 jours et les week-ends. Mes vacances seront un vrai confinement. J'adore. Plus d'attestations, plus d'obligations. Retour de vacances. Les trajets à l'école reprennent et le boulot extraordinaire aussi. Cette fois, c'est pour faire repartir l'école. Mes horaires ont tout simplement explosé. Visio, mail, ordre et contre-ordre. Je rencontre mes collègues, des parents, le maire et ses adjoints. Et après le confinement, on doit expliquer qu'on doit faire court comme avant, tout en faisant différemment, tout organisé en un temps record pour 25 jours de classe. Mobiliser tellement de personnes et d'énergie alors que d'autres souffrent de ne rien faire. En y réfléchissant, le confinement, je n'en ai pas souffert. J'aurais peut-être voulu en profiter un peu plus. Mon avis sur le après. Les habitudes vont changer quelque temps, mais notre mode de vie reviendra comme avant. Les classes ne peuvent pas fonctionner à 15. En septembre, plus de distanciation. Les files d'attente reviendront telles qu'on les a connues, etc. Donc voilà, pour le petit test qu'elle nous avait fait. Donc je pense qu'on peut comprendre que les directeurs sont beaucoup sollicités, qu'on leur demande beaucoup de choses, et notamment ces derniers temps avec l'apparition du document de plus de 60 pages sur la reprise du 11 mai, où on demande aux directeurs et aussi aux enseignants de mettre en place plein de choses pour respecter des normes sanitaires, entre autres, pour la sécurité des élèves, pour notre sécurité, qui pourront être difficiles à mettre en place aussi rapidement. Donc, pour l'instant, la reprise du 11 mai, c'est une vraie question et un gros point d'interrogation. Mais j'ai aussi une jeune collègue à qui j'ai demandé si elle voulait bien me faire un petit compte-rendu de son confinement, qui, elle, a plusieurs classes et qui est en plus jeune maman, parce qu'elle sort d'un congé maternité et avant le confinement, ça faisait que 3 semaines qu'elle avait repris. Très bien. On aura une troisième vision du voilà. corps. Donc, ma vision de remplaçante, la vision d'une directrice et la vision d'une enseignante ayant, elle, ses classes. Très bien. Et donc, elle, sa vision des choses, c'est que le travail a totalement changé, étant donné qu'elle passe sa vie sur l'ordinateur. Pourquoi faire ? Pour continuer à envoyer du contenu aux parents. Mais comment l'envoyer, ce contenu ? On ne peut pas juste envoyer des exercices comme ça sans leur expliquer et comment faire, quand le faire. Ça s'appelle tout simplement la pédagogie. Et effectivement, nous, la pédagogie, on l'a appris. Et je pense qu'on s'est rendu compte que c'était un métier. Donc, elle passe énormément de temps à faire ça, énormément de temps à corriger. Elle trouve ça très chronophage. Beaucoup d'enregistrements aussi pour les consignes, pour les rituels qu'on met en place dans les classes, comme par exemple les dictées ou ce genre de choses. Pour aussi continuer pour la continuité pédagogique, elle utilise une application qui s'appelle Classroom. Elle la trouve top et pratique, car c'est sur un système de messagerie où elle peut envoyer les documents, les photos et les vidéos à communiquer aux parents. Mais par contre, il faut avoir des connaissances informatiques. Voilà. Elle utilise aussi les visioconférences pour continuer des cours en vidéo. Par contre, elle n'est pas fan de ce système-là, car elle me dit effectivement que les conditions de travail ne sont pas réunies
Effectivement, on n'a pas les conditions d'une classe pendant qu'on fait les vidéos avec les élèves, parce que tous les élèves ne sont pas tout le temps attentifs. C'est difficile de les rattraper pendant une vidéo. Et voilà. Et puis, Rester de nombreuses heures devant une vidéo, on a du mal pour les voilà, Oui. Déjà, nous, en tant qu'adultes, alors les enfants. c'est ça. C'est ça. Et en plus, elle a eu des retours de parents il y a 2 semaines, lui disant que, effectivement, ça fait 2 semaines que les enfants sont démotivés, qu'au niveau du travail, ils ont du mal à s'y mettre, ils n'ont plus envie. Donc, elle a un boulot aussi de remotivation, en plus de tout ce qu'elle met en place. Donc, et en plus de ça, le travail de différenciation qu'on met en place dans les classes est très difficile à faire suivre pendant ce confinement. Elle a des élèves en situation de handicap qui sont suivis par ce qu'on appelle des AVS, donc auxiliaires de vie scolaire. Elle leur envoie le travail, les activités. types d'élèves, c'est ça, Julie? Comment? Elle a plusieurs types d'élèves, c'est ce que tu veux dire? Dans une classe, elle a des inclusions avec des élèves en situation de handicap, donc à besoins particuliers, et c'est pour ça qu'ils ont une aide personnalisée pour pouvoir avoir quelqu'un qui leur soit leur reformule les consignes, soit les aide à écrire, soit en tout cas qui est là pour les aider en tout cas. Et du coup, là, ces aides réadaptent la séance qu'elle prépare pour l'envoyer aux enfants qu'elles suivent et les aider à le faire. Donc les AVS sont vraiment là en ce moment aussi pour continuer en fait leur travail. Elle a aussi des enfants qui n'ont pas Internet. Donc là, c'est un suivi par courrier qui se met en place. Waouh, Voilà. c'est pas évident. Surtout Non, c'est clair. la poste, plusieurs bureaux de poste sont fermés. Alors là, ouais, elle m'en a pas trop parlé de ça, mais elle me disait que c'était plutôt le suivi avec sa collègue directrice qui lui retranscrivait, parce que c'était elle qui récupérait le courrier à la boîte aux lettres de l'école et qui lui retranscrivait du coup les documents de ses élèves. Bon, c'est pas la majorité de ses élèves, la plupart sont tous sur l'application Classroom. Elle m'a dit qu'il y en avait un qui ne pouvait pas y être. Okay. Donc, pour l'instant, ils arrivent à faire face, on va dire ça comme ça. Même si énormément de travail, beaucoup de travail. Elle me dit, avec la petite, mon confinement se résume à du travail, la petite, du repos. Voilà. Oui, tout à fait. Et elle avait réfléchi à des actions potentiellement après le confinement en lien avec notre métier. Chez nous, on a ce qu'on appelle des PPMS, donc des protocoles de sécurité pour quand il y a un incendie, si jamais il y a une intrusion ou des choses comme ça. Elle m'a dit, pourquoi pas un protocole en cas de pandémie? Parce que là, aujourd'hui, on n'en a pas. Et donc voilà où on en est. Elle me dit aussi qu'elle s'est rendue compte qu'on avait besoin de formation aux nouvelles technologies, parce qu'elle a aidé une collègue en particulier à savoir utiliser, par exemple, l'application Classroom. Oui, tout à fait. Elle me dit, je me suis rendu compte aussi que l'accès à Internet et au numérique est super important et que pour elle, il serait primordial que dès le collège et pour tous les enseignants, il soit obligatoire, enfin, qu'il soit donné en tout cas. Et elle me dit aussi qu'elle elle pense que tous les enseignants devraient avoir un smartphone. Alors, comment, par quels moyens, on n'en a pas discuté, mais ça peut lancer un débat. Oui, tout à fait. Au moins, s'ils n'ont pas l'ordinateur à la maison, ils ont le smartphone pour pouvoir se connecter sur les applications. C'est ça. Elle me dit aussi qu'un débat peut être lancé sur le nombre d'heures passées en classe. Les élèves sont tout d'abord des enfants. Est-ce que faire passer une journée de 9h à 17h en classe où on continue à leur donner des notions, à les faire apprendre, est-ce que c'est nécessaire? On se pose la question. Est-ce que ne pas finir l'école à 14h, en tout cas la classe à 14h, 15h, et garder le reste pour des activités annexes, ça ne serait pas quelque chose qu'on pourrait envisager? Pareil, un débat à ouvrir. 15 élèves par classe, un nombre qui pourrait être aussi un débat à réfléchir. Ça nous permettrait, nous, d'avoir une vraie différenciation, pouvoir faire notre métier réellement. Et avec ce nombre d'élèves, au moins, on peut vraiment
De suivre. suivre chaque enfant, oui. Actuellement, Et tu as combien d'enfants par classe, Julie, par exemple? alors, moi, du coup, en tout, j'ai eu quatre classes. La première, j'ai eu 19 élèves. Alors, ça arrive quasiment jamais. D'accord. 19 élèves. La deuxième, j'en ai 29. La troisième, 29. Et en général, quand je tourne dans les classes, je tourne autour de 28, 29. Et le plus haut que j'ai fait, ça a été en maternelle. Ils étaient 33. Ok. Ça fait beaucoup parce que pour des enfants de cet âge, c'est à gérer, c'est compliqué. Oui, oui. Oui. Sachant qu'après le confinement, il faudra repartir sur un nombre de 15, c'est ça? C'est ce qui nous est demandé, oui. Donc bon, à Ouais. voir. Pareil, c'est le point d'interrogation dont je parle depuis tout à l'heure. Comment mettre les choses en place, comment ça va se passer. Elle me dit qu'ils font des sondages auprès des parents pour savoir comment ça va, qui reviendra, qui ne reviendra pas, qui attend de voir. Parce qu'il y a ces trois cas de figure. D'accord. Parce qu'il y a des parents aussi qui attendent de voir aussi comment ça va se passer, si le virus va retourner ou si ça va stagner. Oui, on sait. On ne sait pas. C'est vraiment un point d'interrogation. On ne sait pas. Je pense que de toute façon, c'est un point d'interrogation pour tout le monde et pour tous les secteurs d'activité, pas non seulement l'enseignement. On verra bien. C'est Après, ça. comment on va tous s'organiser pour reprendre une vie à peu près normale. Oui, on verra comment on va faire. Et elle avait un dernier point où je la rejoins. Revaloriser le salaire du coup, des auxiliaires de vie scolaire, ce que je vous disais, les personnes qui aident ces élèves à besoins particuliers. Parce qu'il faut savoir que c'est des personnes qui ont un salaire précaire. C'est-à-dire qu'elles ont un salaire qui ne les valorise pas alors qu'elles le méritent. Donc, ce serait bien que leur salaire soit revalorisé. Je sais qu'on demande beaucoup partout autour de nous, mais ces personnes le méritent. C'est bien de le préciser, oui. Oui, c'est clair. Ok. Et toi, alors du coup, comment tu vois cette période d'après? Alors, moi, comme je l'ai dit, je fais partie du coup de l'association. En tant que directrice de commission, ça voulait dire que j'avais en charge une action dans l'association. Et cette action, c'était Cap de tenter le handicap. Ça avait pour but de parler des préjugés, de faire tomber ces préjugés sur le handicap. On devait la mener avant ce confinement. Bon, manque de peau, ça n'a pas pu être mené. Et ça me tient à cœur de la mener jusqu'au bout. Donc, de trouver une date après ce confinement, potentiellement après septembre, octobre. Peut-être en octobre, De la mettre en place. voilà, arriver à trouver un moment pour mettre ces petits ateliers sur le handicap en place et en sachant qu'on avait aussi une troupe de théâtre qui s'était proposée pour nous faire une petite pièce de théâtre le jour J sur le thème. Donc, j'ai hâte que ça se mette en place. D'ailleurs, merci à tous les partenaires qui nous ont suivis sur cette action. Hâte de pouvoir les recontacter pour mettre en place cette action-là. Oui. Et sinon, personnellement, j'avais pensé à 2 petites actions, potentiellement faire connaître les restos se diversifiant dans la livraison ou dans le service à emporter. Je sais que sur ça s'est fait, mais dans les alentours, j'ai beaucoup de mal à trouver. Par exemple, moi, je vis sur Frontignan. Je ne sais pas s'il y a des restaurants qui le font ou pas, parce que je les connais pas. Enfin, je connais les restaurants, mais je ne sais pas s'ils font du emporter. Ils n'ont pas été répertoriés, c'est vrai. Non. Ouais, on l'a fait sur 7. Ouais. Et sinon, peut-être une application ou je ne sais pas, un site, une page Facebook pour savoir où trouver les masques et les gels hydroalcooliques et à quel prix. Pourquoi pas. Voilà, c'était les idées que j'avais en tête. Ça peut être des pistes de réflexion aussi à mener au sein de la jeune chambre. Voilà. Très bien. Merci. Merci Julie. Avec plaisir. Juste avant de finir, Julie, on se pose tous plein de questions sur le confinement, sur après, comment ça va se passer, sur la période qui nous a un peu chamboulés ces derniers temps. Ça va faire 2 mois. On avait envie de finir sur une note d'optimisme. Est-ce que toi, tu peux nous citer un moment positif qui t'a touché
particulièrement touché pendant cette période de confinement? Oui, je peux. Par exemple, hier soir, tout simplement, on fêtait avec mon conjoint qui a bricolé une banquette de salon de jardin en bois de palette. Donc, on a trinqué à ça parce qu'il a super bien réussi. On ne s'attendait pas à ce que ça donne ce résultat-là. Hier soir, du coup, on a un chat et ce chat a sauté dans la haie. Et on a entendu des petits cris. Et quand je suis allée voir, en fait, il était en train d'attaquer un petit oiseau. Bon, vous allez me dire, c'est naturel, c'est normal, c'est un chat. Bon, j'ai voulu sauver l'oiseau. Donc, on a recueilli l'oiseau et là, on est en train de le soigner et de faire en sorte qu'il puisse repartir. Surtout que depuis ce midi, on s'est rendu compte que c'était un oisillot et c'est un merle. Et on ne sait pas comment on va... Je crois qu'on nous a conseillé de faire un perchoir. Il faut que je me renseigne encore. Un perchoir pour que ses parents puissent le nourrir et qu'il puisse repartir tranquillement. Donc, on est là-dedans, là. C'est ça, c'est ça. Tu as jusqu'au 11 mars Ah, c'est ça. pour remettre en forme. Voilà. Bon, il est en forme, parce qu'il est à côté de moi, là, il s'active. Donc, il est en forme. On n'entend pas, ça va. Oui, voilà. Et sinon, si nous avons le temps aussi, on devait fêter avec mon conjoint 1 an de Pâques à Palma de Majorque. Bon, confinement oblige, on l'a fait à la maison. Après notre AG de la JCE, donc on s'est fait un super apéro dînatoire pour fêter nos 1 an de Pâques. Voilà. Bravo, bravo. Faut pas se laisser abattre par les événements. Faut... Surtout pas. Après. Voilà. C'était ça. Ça. On va juste regarder si sur le chat, on a des personnes qui ont posé des questions. Éventuellement, peut-être que Julie, tu pourras y répondre. Oui, alors je regarde ça. J'ai une question en message privé. Alors, c'est Audrey, qui est la maman d'un petit garçon de 7 ans et qui nous dit l'école à la maison se passe très bien pour moi, j'ai la chance d'avoir du temps. Donc, ma question, c'est est-ce que je laisse la place à un enfant qui a des difficultés ou est-ce que je remets mon enfant à l'école dès le 11 mai? Alors, moi, je répondrai ni oui ni non. Je lui proposerais plutôt de se diriger soit vers son directeur d'école, soit vers son enseignante ou son enseignant, de lui poser la question directement. Très bien. C'est vrai que c'est des interrogations qu'ont les parents. Comme c'est sur la base du volontariat, c'est pas évident de se projeter. Et comme chaque école est différente, chaque capacité d'accueil est différente, le mieux, c'est que les parents se tournent vers les personnes qui peuvent leur répondre. Du coup, l'enseignant pourra leur dire, je pense. Je pense que c'est plus à même avoir des informations concrètes. Oui, plus fiable. Oui. Okay. Merci. Alors, je regarde une question sur le direct, en tout cas. A priori, on n'a pas d'autres questions. On regarde. Non, a priori, on n'a pas d'autres questions. On n'a peut-être pas beaucoup de mamans connectées avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on aurait eu plus de questions, mais en tout cas, sachez que le replay, le live reste sur notre page Facebook. Donc, vous avez toujours la possibilité de mettre vos commentaires. Exactement. Et Julie prendra le soin de répondre. Julie ou Anaïs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on puisse clôturer notre premier live? Non, merci à toi, Julie, pour ce témoignage. En tout cas, je pense que ça a rassuré pas mal de mamans et puis pas mal d'institutrices, de professeurs des écoles qui se sont retrouvés, je pense, dans tes témoignages. Alors, merci à toi. Eh ben, merci à vous, en tout cas, de m'avoir permis de faire ça et de m'être sortie de ma zone de confort, surtout, parce que la JCE, c'est aussi ça. Et puis, merci à tous ceux qui ont écouté. Et effectivement, si vous avez des questions, je regarderai de temps en temps et je répondrai. Super. Merci beaucoup. Par le mot de la fin. Merci à tous. Merci sincèrement pour votre présence à notre premier live citoyen de la Jeune Chambre économique de Sète et du bassin de Thau. Restez connectés sur notre page. On aura très prochainement un nouvel invité, voire même demain.
On vous mettra les informations rapidement sur notre page. Et après, si vous vous sentez en cette période un tout petit peu compliquée, d'être solidaire, de vous engager dans une association, si vous avez entre 18 et 40 ans, que vous voulez vous dépasser, agir pour le territoire, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou la page LinkedIn. Voilà, merci à tous encore et puis on vous dit à très bientôt sur notre page Facebook. Merci. Merci Anaïs. Merci à vous. À bientôt.